Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Le 10 janvier 1994, naissait à Dakar au Sénégal l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 30 ans après sa création, l'organisation a-t-elle réussi à faire ce qu'elle s'était confiée comme mission? Quel bilan tirer de ces 30 années d'existence? On ouvre le débat aujourd'hui avec nos invités sur ce plateau. Monsieur Ladji Bamba, vous êtes consultant socio-économiste. Merci d'être avec nous. Je vous remercie, monsieur. Et avec vous sur ce plateau, monsieur Alain Quadio, vous êtes consultant ESG RSE Développement. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Stéphane. Le plaisir est partagé. Alors, messieurs, l'UEMOA, cette fameuse organisation, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 30 ans après, est-ce que vous pensez que, je vais vous laisser nous dire un peu c'est quoi cette organisation, mais est-ce que vous pensez que 30 ans après son existence, sa mise sur pied, les motivations qui ont suscité sa création, ces motivations sont toujours d'actualité? Je vais commencer par vous, M. Anikwadio. Merci, M. Stéphane. Il faut dire que la question relative à la pertinence ou à l'évolution de l'UEMOA 30 ans après est une question qu'il faut prendre avec beaucoup plus d'acuité. Il faut que l'UEMOA a été créé dans un contexte particulier, dans l'optique de répondre à la dévaluation du franc CFA qui a eu lieu en janvier 1994. Alors, je rappelle, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée le 10 janvier 1994 et le 11 janvier 1994, on rentrait dans ce qu'on appelait la dévaluation du franc CFA. Oui, en effet, c'est une décision qui a été mise en place pour réguler les impacts, j'ai envie de dire, de cette dévaluation sur l'espace sous-régional, du point de vue socio-économique. Mais il est important de noter qu'en termes d'activité, on peut structurer le bilan de l'UEMOA en 3 temps. Premièrement, en ce qui concerne ses acquis, deuxièmement, les défis et après les perspectives. Alors, en ce qui concerne les acquis, il faut dire que le déploiement de cette institution sous-régionale a permis ce qu'on appelle en premier lieu une intégration sous-régionale. Cette intégration sous-régionale a été caractérisée par 2 éléments clés. Il y a la mise en place d'une monnaie, le franc CFA, et puis il y a la création d'une institution financière qu'on appelle la BCAO qui régule un peu le marché. Deuxièmement aussi, on pourra parler d'amélioration des conditions socio-économiques au niveau de certains États qui est caractérisé par un déploiement au niveau infrastructurel. On voit ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, avec l'impact des infrastructures économiques sur le déploiement socio-économique des États. On peut aussi parler d'intégration sous-régionale, et cette intégration sous-régionale, elle est aussi caractérisée par des politiques d'harmonisation économique et financière. On voit que régulièrement nos différents ministres, les différents ministères stratégiques tels que le ministère des Finances et certains ministères sectoriels se réunissent de façon annuelle, de façon périodique pour statuer sur certaines questions chaudes. Donc tout ça montre le dynamisme de cette institution. Mais alors, à côté de ce dynamisme... Permettez-moi de vous couper sur ce point. Quand on parle d'intégration économique pour permettre vraiment une certaine fluidité sur ce marché économique et monétaire, on a vu qu'il y a quelques années, la ZLECAf a été mise en place. Est-ce que c'est pas parce que l'organisation a échoué dans la mise en place de cette intégration, ou bien la ZLECAf fait partie de la politique justement de l'UEMOA à favoriser cette intégration? Là, je me retourne vers vous, M. Ladji. D'accord, je vous remercie. Pour rebondir sur ce que M. Alain a dit, vous savez, je pense que ce n'est pas seulement pour rebondir sur cette histoire de ZLECAf, en fait. Quand on parle de l'UEMOA, ce n'est pas que le côté économique et monétaire. L'UEMOA, c'est beaucoup d'autres choses. Quand on parle de l'UEMOA, certes, il y a ce volet économique, mais il y a aussi la Cour de justice, il y a aussi le comité interparlementaire, il y a aussi le Conseil du travail et du dialogue social. Il y a même des programmes très importants dans le domaine du tourisme, de la santé, de l'hydraulique et d'autres domaines. Vous voyez, l'UEMOA, ça va au-delà de ce qu'on peut penser. Comme notre cher ami l'a dit tout à l'heure, l'UEMOA, c'est un véritable outil d'intégration des peuples. Donc, bien entendu, il y a la ZLECAf. Il y a la ZLECAf qui arrive et l'UEMOA met en place des politiques, des programmes et des projets qui permettent de bénéficier ou disons de tirer le meilleur profit
de ce projet de ZLECAf, mais ça ne se limite pas que là. Alors, mais quand on regarde sur les 30 ans qui viennent de s'écouler pour vous, quels ont été justement les grands acquis de l'Union économique et monétaire sur l'espace? Quels sont les grands acquis que vous retenez de l'UEMOA? D'accord. Pour ce qui est des acquis, ils sont tellement nombreux que très franchement, on ne sait pas où commencer. Déjà, sur le plan économique, puisque c'est là que se situent les plus grands acquis. Nous avons dans la zone de l'UEMOA la BRVM, juste un cas d'exemple. Et c'est un cas d'école dans le monde parce que c'est la seule bourse qui est partagée par plusieurs pays. C'est la seule bourse qui est partagée par plusieurs pays. Elle est totalement électronique et suffisamment intégrée. À titre comparatif, je pourrais prendre le cas de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, où là-bas, ils ont une bourse et en plus de ça, ils ont la Douala Stock Exchange, ce qui est différent de nous ici. Donc il y a ça. En plus de cela, il y a le fait que, voyez-vous, sur la période de 2012 jusqu'à 2021, dans la zone UEMOA, la croissance économique était à plus de 6% par an. Ce qui place cet ensemble géographique, disons cet ensemble régional, au-dessus de tous les autres ensembles régionaux en Afrique, y compris la CEDEAO même. La CEDEAO, la CEMAC et la Communauté de développement des États d'Afrique australe. Donc déjà, les acquis sont nombreux. Alors, vous, qu'est-ce que vous retenez de ces 30 années? Et puis je vous voyais, vous vouliez rebondir sur un aspect particulier. Oui, en ce qui concerne la ZLECAf, il faut dire que la ZLECAf, c'est une institution qui est panafricaine et qui est appuyée, dont les artistes sont appuyés par l'Union africaine. Et la ZLECAf, c'est une institution qui a pour objectif de pouvoir favoriser une intégration africaine, mais également de la contribution au commerce mondial. Nous ne sommes pas censés ignorer que l'Afrique contribue à hauteur de moins de 2% du commerce mondial, ce qui est insuffisant au regard de notre potentiel en termes de ressources naturelles, au regard de notre potentiel économique. En ce qui concerne le bilan, précédemment, j'avais déjà entamé la question et je vais m'appesantir plutôt sur les difficultés, parce que les difficultés font aussi partie du bilan. Et au niveau des difficultés que l'UEMOA a pu rencontrer durant ces 3 décennies, il y a la question du déficit d'infrastructures. Il y a un problème d'homogénéité d'infrastructures au niveau de l'ensemble des pays de l'UEMOA. Vous voyez, les pays sahéliens sont un peu déficitaires en matière d'infrastructures au détriment des pays côtiers. On donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, et vous pouvez faire une étude comparative avec le pays tels que le Mali, le Burkina, le Niger. Hormis ça, il y a aussi les questions de niveau de vie. Vous voyez, quand vous voulez déployer des politiques socio-économiques, si vous voulez mettre un ensemble de projets structurants, il va falloir tenir compte du niveau de vie de chaque État, ce qui n'est pas véritablement aisé. Il y a aussi la question de l'insécurité. Et on a vu qu'avec la chute du régime libyen Muammar Kadhafi, si on veut essayer de faire une étude diachronique de cette insécurité, on remarquera que le point de repère, c'est la chute du régime libyen. Et depuis cette chute, nous sommes rentrés dans une dynamique de violence et on a l'avènement de l'AES qui pourrait sortir définitivement de l'UEMOA ou de la zone CFA. Donc voici autant de difficultés qui ont gangréné, je dirais, qui ont jalonné le parcours, je dirais, acceptable, glorieux de l'UEMOA sur ces 3 dernières décennies. Alors, sans toutefois occulter le problème des changements climatiques, les problèmes agricoles. Si le problème du changement climatique, on y reviendra, mais vous venez d'évoquer 3 États, 3 pays qui attirent mon attention, le Mali, le Burkina, le Niger, en tout cas ceux qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Est-ce que vous pensez que justement cette nouvelle organisation, cette nouvelle entité peut venir fragiliser l'UEMOA ou les acquis de l'UEMOA? Déjà qu'il n'était pas assez, il faut beaucoup de moyens pour faire vivre l'institution. De fait que certains en griffe essayent de prendre leur autonomie, leur indépendance, ça ne va pas fragiliser le processus. D'accord, je comprends votre question, ou disons plutôt votre inquiétude qui est partagée par l'ensemble des populations et même des dirigeants de cette zone. Mais déjà, je tiens à préciser que, avant tout propos, ces pays-là n'ont pas encore fait de demande formelle pour quitter cette zone. Donc, à ce niveau, on n'a pas à s'inquiéter. Ensuite, il faut comprendre qu'ensemble, nous sommes plus forts. À 8, nous sommes plus forts qu'à 5. Je ne pense pas que ces pays-là
veuille quitter cette région-là, cette zone, parce que déjà nous partageons un espace commun, une monnaie commune. Il y a beaucoup de belles choses qui sont faites ensemble. Il y a beaucoup de projets communs. Donc je ne pense pas déjà que ces pays-là aient un intérêt à quitter maintenant cette zone-là. Mais quand on voit un peu les récentes déclarations comme quoi ces pays veulent se retirer de la CEDEAO, est-ce que ce n'est pas un premier pas pour aller vers cette autonomie, se détacher? On pourrait le voir ainsi, mais déjà il faut comprendre qu'il y a la CEDEAO d'une part et l'UEMOA d'autre part. Vous savez, dans la CEDEAO, nous avons le Ghana, nous avons la Sierra Leone, nous avons le Nigeria, il y a aussi le Libéria. Le Libéria, qui ne partagent pas forcément une monnaie commune avec nous, qui ne partagent pas des politiques économiques communes. Mais justement, quand on sait que les revendications, en tout cas de ces nouvelles autorités, c'est vraiment de décrocher on va dire, du parapluie de la France. Donc, il y a la monnaie qu'ils prennent, en tout cas, comme émissaire, comme argument. Est-ce que tout ça ne va pas militer? Ce n'est pas une étape? À ce niveau, je tiens à préciser quelque chose. Il y a deux choses. La première, là, actuellement, si vous voyez que ces pays ont demandé à quitter la CEDEAO, mais pas l'UEMOA, ce n'est pas par hasard. Il y a beaucoup plus d'intérêt à rester dans l'UEMOA que dans la CEDEAO. Aussi, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire preuve d'angélisme. Si ces pays venaient à partir de l'UEMOA, bien entendu, il y aura une perte pour l'UEMOA, en ce sens que, déjà, quand on passe de 8 à 5, ce n'est pas pareil que quand on est à 8. Ensuite, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Niger font partie des 5 pays qui attirent le plus des IED, c'est-à-dire les investissements étrangers directs, notamment dans les secteurs miniers. Et comme vous le savez, le Mali avec l'or, le Niger avec l'uranium, qui sont des secteurs miniers très importants, ils attirent beaucoup d'IED. Donc en termes de croissance au niveau régional, bien entendu, cela ferait des pertes. Mais je n'ai pas vraiment de crainte au niveau de la résilience de cette organisation, parce que comme vous le savez, depuis la période de la dévaluation et post-dévaluation, ensuite on a eu la période de la Covid-19, puis ce que nous vivons actuellement avec la crise sociopolitique sahélienne, et les attaques djihadistes et autres, cette organisation a su montrer une certaine résilience. Donc je pense que la menace, si bien entendu menace il y a, elle n'est pas aussi grande. Elle n'est pas aussi grande. Vous partagez ce point de vue, M. Alain Kouadio? Oui, personnellement, je suis d'accord avec lui. Mais je pense que tout est fondé sur les désirs politiques et puis les aspirations des différents chefs d'État qui patronnent ces différents pays sahéliens. Parce qu'on a vu que dernièrement, les rapports avec la puissance colonisatrice se sont détériorés, notamment sur plusieurs questions, les questions de sécurité, il y a aussi les questions de monnaie. Et la question de monnaie, en ce qui concerne le CFA, qui est toujours rattaché à l'euro, est une question qui est très préoccupante. Quelqu'un disait, comment peut-on être le premier pays producteur de cacao au monde? On a le cacao qui est reconnu sur le plan international, mais sa monnaie n'est pas reconnue. Donc, voilà autant de problématiques qui ont, je dirais, entaché le bilan de l'UEMOA. Mais pour répondre à cette question, je pense que l'UEMOA, à l'image de plusieurs autres pays d'Afrique, est lancé dans ce vaste projet, ce nouveau projet de la monnaie unique, l'ECO. Oui, mais il faudrait que cette monnaie-là ait l'assentiment de plusieurs. Parce qu'au niveau de l'ECO, je pense qu'il y a deux principales divergences. Il y a ceux qui sont pour que la monnaie soit fixe. Il y a ceux qui sont pour que la monnaie ait un taux dynamique. Donc on a les pays anglophones tels que le Libéria, le Ghana, le Nigeria qui ne sont pas d'accord avec la posture des francophones, notamment celle pilotée par le chef de l'État Ouattara. Donc voici autant de difficultés qu'il va falloir résoudre. Je pense que là, à ce niveau, il y a un problème de leadership. Il y a aussi un problème de paradigme économique, mais il y a aussi un problème d'intérêt diplomatique. Alors, monsieur, un autre facteur, en tout cas un autre concept qui revient assez souvent, c'est qu'il est reproché à ces États qui constituent l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'avoir des échanges intercommunautaires, je dis commerciaux, assez faibles. Qu'est-ce qui peut justifier cette faiblesse dans les échanges commerciaux entre ces différents États? Vous savez, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut voir au niveau des codes d'investissement déjà au niveau des codes d'investissement. Vous savez, les règles sont claires au niveau de l'UEMOA. Mais après, il y a beaucoup de... je veux dire, quand il s'agit d'interpréter les textes,
au niveau national, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous voyez, dans la plupart des textes de ces États-là, dans la plupart de ces États, les textes montrent que les nationaux et les non-nationaux peuvent investir. Mais après, quand il s'agit d'adapter, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc déjà, ça c'est le premier problème. Le second problème, comme mon ami ici l'a dit, il y a le problème des infrastructures. C'est quelque chose de très déterminant dans le commerce international. C'est vrai, il y a les pays côtiers, on a plusieurs ports, mais en termes d'infrastructures routières et autres, pour ce qui est de déplacer les produits, les services, les capitaux et autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a ce problème-là. Donc déjà, entre autres, ces deux problèmes-là sont assez significatifs pour mettre en avant le problème. Je pense que la faiblesse des échanges pourrait s'expliquer par d'autres raisons additionnelles, notamment le manque de compétitivité de nos produits. Vous savez que, comme j'ai l'habitude de le dire, les États africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, ont vécu ce qu'on appelle une spécialisation primaire de leurs économies au lendemain des indépendances. Et la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne qui étaient sous le giron français ont été spécialisés dans le domaine agricole. Donc du coup, 60 ans après les indépendances, le secteur industriel est encore embryonnaire. Donc il n'y a pas de produits compétitifs capables de compétir avec les produits occidentaux, avec Apple, avec Samsung, etc. Et puis deuxièmement, c'est qu'on échange, on a pratiquement les mêmes richesses. On produit pratiquement les mêmes richesses. Mais quand vous produisez pratiquement la même chose, qu'est-ce que vous pouvez échanger? Donc voilà. Justement, à ce niveau, on ne peut pas dire la faute est à qui, mais à ce niveau justement, quel est le rôle que joue le privé dans ce domaine? Les États essaient de mettre les conditions en place, mais il faut un secteur privé fort pour pouvoir développer cette industrialisation. Mais pour que le secteur privé soit fort, il faudrait qu'il ait accès aux capitaux. Donc qui facilite l'accès aux capitaux? C'est l'État qui crée les mécanismes. Regardez un peu comment est-ce que la politique chinoise fonctionne. L'État chinois est lui-même le principal investisseur de tous les projets structurants, ce qui n'est pas le cas de nos États. On a des chefs d'entreprise qui doivent se battre pour chercher des capitaux. Et puis dans un environnement socio-politique qui n'est pas toujours favorable, qui est toujours emprunt à des crises. Il y a aussi une deuxième raison qu'il ne faut pas occulter, ce qui pourrait expliquer la raison, le fait que les échanges soient très faibles. Il a parlé de la question des infrastructures. Et les infrastructures ne sont pas bonnes dans certains pays. Et à cette question, il y a aussi la cherté du coût logistique. On en a parlé sur les cas du port autonome d'Abidjan. Quand vous déchargez une marchandise, vous savez, les ports sont des puissants outils de structuration de l'espace et de création de l'emploi. Et pour les pays qui n'ont pas de débouchés maritimes, ces pays-là sont obligés de prendre appui sur certains pays tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais vous savez, qu'est-ce qu'un port? De façon banale, on dirait qu'un port, c'est une infrastructure qui est dotée d'équipements, de superstructures qui permet de passer d'un mode de transport maritime à plusieurs autres modes de transport. C'est-à-dire que quand les marchandises arrivent, il faut les convoyer par voie ferroviaire, par voie routière, etc. Mais lorsque les infrastructures routières sont déficitaires, ne sont pas de bonne qualité, lorsque le parc automobile est vétuste, lorsqu'il y a les tracasseries routières, lorsqu'il y a les sécurités. Donc toutes ces raisons mises ensemble font que les échanges sont très faibles, les échanges ne sont pas dynamiques. Et il y a aussi la question de la mentalité, parce qu'on nous a inculqué, on nous a appris à cultiver les produits occidentaux, à les utiliser. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont confrontés, pour pas les Africains, à un problème de snobisme. Utiliser des choses qui coûtent cher, qui sont de grande valeur. La publicité. Nous ne valorisons pas nos produits locaux. Et la problématique de la valorisation des produits locaux relève des prérogatives des États. De leurs prérogatives, mais aussi tout ce que le privé met en place. Chez nous, ici, à notre niveau, justement, qu'est-ce que l'UEMOA peut faire pour permettre à ces échanges-là de s'améliorer? D'accord. À ce niveau, déjà, l'UEMOA a certaines politiques dans ce sens, certaines politiques, programmes et projets dans ce sens. Mais je pense, personnellement, qu'il faudrait déjà éduquer la population. Il faudrait éduquer la population. Il faudrait mettre en place des programmes qui permettent aux entrepreneurs de faire des produits adaptés aux besoins locaux. Parce que vous savez, il faut être réaliste. La plupart d'entre nous ici, nous avons des smartphones avec des applications. Et ces applications que nous utilisons, c'est un cas d'exemple que j'utilise. Ces applications, à la base, ont été faites par des Occidentaux ou des Asiatiques. Le truc, c'est que c'était pour répondre aux besoins des populations locales. La plupart de nos entrepreneurs ici, bon, pas la plupart, mais une grande partie de nos entrepreneurs ici, font des produits selon des besoins occidentaux, ou en tout cas des besoins qui ne sont pas toujours les nôtres.
Donc déjà, il faut mettre en place des programmes qui permettent à nos entrepreneurs de faire des produits adaptés à nos besoins. C'est d'ailleurs ça le rôle de l'entrepreneur, répondre aux besoins, satisfaire les besoins de son marché. Et ici, il faut comprendre que nos entrepreneurs ont la chance d'avoir un marché de plus de 170 millions de personnes dans la zone UEMOA. Qui n'est pas du tout exploité. Qui n'est pas exploité. C'est ça le drame en fait. C'est ça le véritable drame. Alors, comment est-ce qu'on arrive justement à stimuler cette croissance, ces entrepreneurs? Comment on leur donne l'envie de réveiller, d'attaquer ce marché, comme on va le dire? Monsieur, il nous reste pratiquement 5 minutes. Comment vous voyez l'avenir, les perspectives mais comme je le disais, il faut faciliter l'accès aux capitaux. Mais faciliter l'accès aux capitaux, je reviens à une information que M. Ladji Bamba vient de proposer. On a la bourse régionale des valeurs mobilières où les entreprises peuvent aller lever des fonds. Qu'est-ce qui est fait? Pourquoi ces entreprises ne vont pas? Je vous donne un exemple typique. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Sur 95% de la richesse produite, 5% de cette richesse-là appartient aux Ivoiriens. 95% est détenu par 5% des multinationales. Il y a un problème. Les compétences locales. Les champions nationaux ne sont pas promus. Mais dans une telle configuration, cette configuration, c'est la panade de tous les États de l'UEMOA. Ce n'est pas un secret. Cela relève de la volonté de l'État. Qu'est-ce que l'État veut? L'État veut un système économique qui est basé sur la promotion des locaux, ou bien un système économique qui est basé sur le fait de faire la part belle aux grandes puissances internationales. Voici une problématique qu'il faut résoudre. Deuxièmement, il faut régler la question des infrastructures. Les infrastructures économiques ne sont pas de qualité. Il faut les régler. Il y a les questions d'éducation, parce qu'il faut éduquer aussi les populations à la question entrepreneuriale, parce que tout le monde ne peut pas être englobé par les services publics. Il y a aussi la question du changement climatique dont il faut en tenir compte, parce que, vous savez, nous sommes des pays à économie agraire. Et les impacts du changement climatique sont évidentes au niveau de la production, au niveau de la gestion des ressources en eau, qui sont vraiment des éléments très importants à prendre en compte pour la suivi des populations, notamment au niveau de la production des cultures vivrières. N'oublions pas que les cultures vivrières sont les cultures qui sont destinées exclusivement à la consommation directe de nos populations. Maintenant, lorsque les pluies ne viennent pas assez, lorsqu'il fait assez chaud, il est évident que les productions ou bien les rendements soient déficitaires. Et voici l'une des raisons qui grainent l'économie ouest-africaine, principalement dans les secteurs primaires. Alors, M. Ladji Bamba, je me retourne vers vous. Je dirais peut-être que ça sera le mot de la fin. Vous, comment est-ce que vous voyez l'UEMOA dans les 30 prochaines années? Quels sont les grands secteurs, les grands défis de l'UEMOA pour les 30 prochaines années? Pour les 30 prochaines années, les défis les plus importants pour moi, c'est le domaine de l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous avons des populations et des États qui sont essentiellement agricoles. Et ne nous mentons pas. L'agriculture, c'est le secteur d'activité qui peut permettre d'abord d'absorber le plus grand nombre de demandeurs d'emploi. C'est le domaine d'activité qui peut permettre de booster nos économies. La plupart de nos populations exercent dans ce domaine-là d'ailleurs, donc il faut le moderniser. Il faut fournir beaucoup d'efforts dans ce sens. Ensuite, au niveau sociopolitique, parce que comme vous le voyez, avec la situation sahélienne et la question djihadiste dans la zone de l'UEMOA, c'est quelque chose qui freine notre croissance, c'est quelque chose qui freine notre parcours vers le développement. Donc déjà, il faut aller à cela. Il faut éduquer les populations. Vous savez, si le djihadisme, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les djihadistes dont on parle, la plupart, ce sont des jeunes, ce sont des populations locales en manque de ressources, qui sont... En fait, c'est des populations vulnérables, en fait. Les gens se servent de cette vulnérabilité pour voilà, faire ce dont on parle. Donc déjà, il faut que... Le second défi, c'est de mettre en place des politiques qui permettent de réduire la vulnérabilité des populations. Donc l'agriculture, réduire la vulnérabilité. Le défi des infrastructures, parce que vous savez, dans cette zone, c'est 45% des populations qui ont accès aux ressources énergétiques, dont l'électricité. Donc ça veut dire que 55% n'a pas accès à ces ressources-là. Au niveau des infrastructures, c'est pareil encore. Donc l'autre défi, c'est au niveau des infrastructures. Permettre un véritable déplacement des personnes et des capitaux, donc du travail, du service et tout ça, d'une zone à une autre, afin que le marché commun soit effectif.
C'est véritablement là les défis de l'UEMOA. Il est important de dire Alors, que monsieur, le temps est très insuffisant Si. pour débattre de Tout toutes à les fait, questions. tout à fait. Moi, une demi-heure, c'est insuffisant en en tout cas pour adéquation avec parler de l'évolution 30 du ans monde. d'existence franchement. de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais messieurs, merci déjà pour vos moi qui vous contributions. remercie. On retient Je vous que 30 remercie. années d'existence, beaucoup de choses ont été réalisées, mais En il y a effet. encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de l'éducation et de la sensibilisation des populations, de la mise en place vraiment d'une intégration économique sous-régionale, la mise en place d'une monnaie forte et des politiques pour permettre une stabilité de la région. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette émission qui était consacrée aux 30 ans d'existence de l'UEMOA. Vous pourrez retrouver cette émission sur toutes nos plateformes. Merci et agréable suite au programme sur nos antennes.